Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Mathieu Vincent avec nous ce soir, le Digital Food Lab. Mathieu Vincent, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, donc on vous retrouve pour évoquer cette étude là récente que vous sortez sur l'eFoodTech. Vous étiez déjà venu nous voir fin 2018 pour nous en parler. Là, elle est remise à jour en ce printemps et voilà, vous nous donnez un peu la big picture de ce secteur de la foodtech en France, en Europe et même dans le monde. Oui, l'idée avec cette fois-ci, c'était de vraiment faire un focus sur les licornes, c'est-à-dire toutes les entreprises valorisées plus d'1 milliard, parce que assez simplement, c'est déjà des entreprises qui font parler, et c'était de voir où en était la foodtech dans ces entreprises très valorisées, parce qu'on a souvent tendance à se dire, bon, c'est sympathique les entreprises food, on connaît que les entreprises de livraison qui sont très grosses, et en fait, il y a des très grosses entreprises foodtech dans d'autres domaines. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé dans les steaks végétaux, Beyond Meat et les autres, et même dans d'autres domaines. Et c'est assez intéressant à regarder. Il y a Impossible Food, Impossible Burger aussi, là, qui vient de s'allier avec Burger King. Alors, malgré tout, là, le transport, la livraison, le delivery, comme disent les anglo-saxons, ça reste là où il y a le plus de licornes, comme vous dites, le plus de fonds levés aussi par définition, tout ça est lié, quoi. Concrètement, aujourd'hui, si on regarde les fonds levés, par exemple en Europe dans la thématique foodtech, c'est 30% des startups actives en livraison, 80% de l'argent. Donc c'est assez clair. Et si on regarde les produits transformés, c'est 20% des startups, 3% de l'argent. Donc on a un vrai manque là-dessus et on voit encore des investisseurs qui aiment bien les modèles de livraison. Donc, pourtant, de ce que j'ai compris, en tout cas de ce qu'on voit en Europe, il y a une concurrence féroce et peu, voire aucun, ne gagne de l'argent. Oui. Mais c'est toujours la différence peut-être entre un investisseur et un industriel, où l'investisseur se dit tiens, peut-être que dans 3, 5 ou 10 ans cette entreprise j'arriverai à la revendre très très cher, et finalement certains n'en sont pas très loin. Quand on voit Amazon qui entre dans Deliveroo, c'est probablement une première marche vers une fusion, une acquisition à terme. Donc pour les investisseurs, ils ont mis des centaines de millions là-dedans, c'est pas rien. Des centaines de millions, on ne connaît pas le montant exact sur les 600 investis, mais c'est vrai que c'est conséquent. Bon, à voir, là vous parlez des licornes. Alors aux États-Unis, c'est quasiment la moitié des licornes de la foodtech au monde. C'est quoi? C'est 14 sur 36. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc c'est assez impressionnant. Et un point, en effet, c'est globalement, elles viennent des États-Unis, mais c'est de voir qu'on commence à avoir des licornes arriver dans des endroits où on ne les suspectait pas, comme en Inde, beaucoup de startups de livraison en Inde, et en Chine, sur des sujets notamment de livraison de produits frais, de la ferme jusqu'au domicile, donc des sujets de transparence alimentaire, etc. Une chaîne de café qui se crée sur le modèle de Starbucks et qui part de zéro et qui en moins d'un an... Luckin Coffee, voilà. En moins d'un an devient une licorne. En moins d'un an devient une licorne, a été cotée en bourse cette semaine au Nasdaq. Enfin, ça c'est complètement incroyable. Oui, ils ont levé au lieu aussi 500 millions de dollars, je crois, au moment de l'introduction, quoi. Donc ça vaut plusieurs milliards déjà. Ça vaut déjà plusieurs milliards, ouais. Là, pour le coup, c'est une copie de Starbucks. Enfin, c'est très inspiré, on va dire. C'est très inspiré, mais bien mis en forme en Chine. Ils projettent déjà d'avoir plus de magasins que Starbucks l'année prochaine. En Chine. En Chine. Bon. Votre étude, là, elle remonte très très tard, en 2000, je crois, donc l'explosion de la première bulle. 2000-2019. La foodtech, il y avait déjà effectivement des foodtech à l'époque, même déjà des européennes qui sont toujours en place, les Just Eat, etc., qui sont cotées ou pas d'ailleurs. Encore dans la livraison d'ailleurs, très souvent. C'est quoi la différence là en 20 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu de la foodtech? Un point qui est intéressant sur les licornes elles-mêmes, c'est de voir qu'il y a 10 ou 15 ans, quand on crée une entreprise, il allait, si on voulait espérer devenir une licorne un jour, il allait falloir 10, 12 ans. Et ce temps s'est vraiment réduit. On a l'exemple extrême de Luckin Coffee en 1 an, mais on voit entre les entreprises créées entre 2012 et 2015, elles ont mis environ 3 ans à être valorisées plus d'1 milliard. Il y a une accélération absolument incroyable du rythme du changement. Et c'est ce qu'on dit souvent aux acteurs industriels, aux agroalimentaires. Méfiez-vous. Vous pensez que vous êtes sur un régime un peu de rente, que personne ne pourra vous bouleverser. Ça commence à aller très très vite. En 12-18 mois, on peut non pas être balayé, mais vraiment chatouillé là. Pour un grand acteur agroalimentaire et industriel, ils ont le temps de voir venir quand ils pèsent des dizaines de milliards. Mais pour les PME, les ETI qui sont sur des segments un peu précis, oui, eux peuvent vraiment être balayés en 12-18 mois. Bon, et la foodtech française dans tout ça, Mathieu? Elle se porte plutôt très bien. Depuis le début de l'année. On n'a pas de licorne. On n'a pas de licorne, mais il faut savoir quand même, une licorne c'est une valorisation, c'est pas forcément aussi un symbole toujours de réussite. On parlait tout à l'heure de profit, elle se porte bien la foodtech française. Elle a levé à peu près depuis le début de l'année 230 millions, ce qui est à peu près la même somme que toute l'année dernière. Donc
Aujourd'hui, la foodtech française va bien. Souvent, elles se revendent un peu comme nos fintechs, c'est-à-dire ça va être Food Cherry revendu à Sodexo, ça peut être Michel Augustin racheté par Danone. C'est pas évident de rester seul. Non, mais par contre, c'est une vraie première étape et c'est extrêmement positif parce que ce qui manquait et ce qui manque encore un peu, c'est des gens qui vont mettre des petits tickets de quelques centaines de milliers d'euros et avoir ces entrepreneurs qui sont maintenant, on va dire, passés de l'autre côté et qui investissent sur une nouvelle génération est extrêmement positif. Et c'est vraiment ce qui manquait à la France. Le Digital Food Lab avec son cofondateur Mathieu Vincent. Merci beaucoup Mathieu. On est là tous les soirs à la télé, à la radio. C'était Kenco et ça démarre à 20h.